Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entre Terre et Mer. La mer nous réserve encore bien des surprises. Elle a son jardin secret, sa part de mystère. Et aujourd'hui, nous parlerons d'animaux marins encore peu connus ou du moins peu étudiés, et d'un phénomène observé seulement depuis les années 80 qui a lieu une fois par an, dont on n'a pas encore toutes les réponses. Pour commencer, embarquons avec Claire Guaran, chercheuse en biologie marine à l'Université de la Nouvelle-Calédonie et spécialiste des serpents à tête de tortue. Une espèce encore peu connue ou du moins peu étudiée, mais pourtant bien présente dans les eaux du Pacifique Sud et notamment en Nouvelle-Calédonie. Apprenons à mieux connaître cet animal et surtout à le démystifier pour les plus réticents grâce à ses recherches. Bon Claire, tu me donnes ta destination s'il te Alors, plaît, hein. le récif Sénez, tu vois où c'est? C'est Ouais, le ok, récif on fait qui est direction entre... l'île au Signal. Voilà, et c'est puis ça. c'est au-dessus. Oui. Ok, ça marche. Bon, Très on y bien. sera dans 20 minutes. Ok, super. Allez, on est parti. Tu t'accroches. Le plus abrité possible, voilà. on va se mouiller là, c'est pas ça pour toi. Et puis après, moi, je me mets à l'eau, pas le masque et tu bats, et puis j'observe les serpents, et puis j'essaie de capturer Ça les marche. serpents. Ok. Alors, nous sommes sur le récif Sénez. C'est un récif intermédiaire qui est situé dans le lagon, entre la presqu'île de Nouméa et l'île au Signal. Et c'est une bonne période de l'année pour voir les serpents parce que les serpents sont très actifs à cette saison. Les serpents que j'étudie se nourrissent exclusivement d'œufs de poissons. Et en ce moment, il y a beaucoup de poissons qui pondent des œufs. Donc les serpents sont plus actifs à cette saison-là pour se nourrir. Donc on va observer les serpents qui cherchent de la nourriture et peut-être observer des comportements de défense des poissons vis-à-vis de ces serpents. Alors ça, c'est la cage flottante que j'utilise pour capturer les serpents et les conserver avec moi quand je suis en plongée. Donc l'anneau en polystyrène ajouré au milieu leur permet de respirer. Donc ils sont... Une fois que j'ai mis un serpent dedans, je ferme avec la pince ici. Je ferme le bas et comme ça, je peux garder les serpents dans l'eau sans les stresser plus que nécessaire et continuer à nager et en attraper d'autres. Il existe environ dans le monde une centaine d'espèces de serpents marins, dont 14 sont présentes en Nouvelle-Calédonie. Donc la Nouvelle-Calédonie est quand même assez riche en serpents marins et on a le choix des espèces. En fait, la Nouvelle-Calédonie, c'est le hotspot d'études des serpents marins. C'est là que se font la plupart d'études sur l'écologie des serpents marins parce que c'est une zone où les serpents marins sont nombreux, facilement accessibles et donc c'est le meilleur endroit. Il y a des gens qui viennent d'Australie, de France, d'ailleurs pour étudier les serpents marins en Nouvelle-Calédonie. Depuis plus de 10 ans, on étudie la même population à la baie des Citrons. Donc on a des données, une accumulation de données sur l'évolution de cette population à la baie des Citrons qui est unique au monde. Donc voilà la prise du jour. 4 serpents, 2 mâles, 2 femelles. Alors là, je vais te montrer. Donc là, on a une femelle. Et tu vois, c'est des serpents qu'on appelle serpents à tête de tortue. Tu vois qu'elle a une tête qui est
assez particulière qui évoque un peu une tête de tortue. Alors ce sont des serpents entièrement marins, pas comme les tricoréiers. Les tricoréiers, on les voit souvent sur les plages parce qu'ils passent la moitié de leur temps dans l'eau, la moitié de leur temps à terre. Ces serpents-là, ils restent toute leur vie dans l'eau. Ils naissent dans l'eau, ils passent toute leur vie dans l'eau, ils se reproduisent dans l'eau, ils meurent dans l'eau. Tous les serpents entièrement marins mettent bas des petits déjà tout faits. Les serpents, comme les tricoréiers qui retournent à terre, qui sont amphibies, qui retournent à terre, pondent des œufs à terre. Ils font comme les tortues marines, ils vont pondre leurs œufs à terre et les œufs éclosent à terre. Mais les serpents entièrement marins ne peuvent pas appliquer la même méthode parce que les œufs seraient noyés. Il n'y a pas assez d'oxygène dans l'eau pour que les œufs puissent se développer normalement. Donc les femelles gardent les œufs à l'intérieur, les petits se développent à l'intérieur et elles mettent bas des petits déjà autonomes et prêts à se débrouiller tout seuls. Donc je vais te montrer comment on reconnaît un mâle d'une femelle chez les serpents marins. Donc ça se voit au niveau de la queue. La queue de la femelle est complètement plate, alors que la queue du mâle, il y a cette grosseur ici, qui est son organe copulateur, qui va sortir au moment où il va s'en servir pour copuler avec une femelle. Les serpents s'accouplent en hiver. En gros, en juillet, août, septembre, on voit les mâles qui courtisent les femelles et donc ils s'accouplent à ce moment-là. Après, les femelles restent généralement tranquilles, on ne les voit plus en début d'été parce qu'elles se reposent. En fin de gestation, elles ne s'alimentent plus et elles mettent bas à partir du mois d'avril-mai. On commence à voir des petits serpents nouveau-nés dans l'eau. Je suis en train de prélever une écaille pour l'ADN. Donc je prélève toujours au même endroit sur la partie gauche de la queue, ce qui fait que ça lui fait une marque blanche puisque la peau en dessous est blanche. Et comme ça, si je reviens dans quelques temps refaire des prélèvements au même endroit, je saurai que les serpents qui ont la tache blanche sur le côté gauche de la queue, ils ont déjà été prélevés, je ne reprélève pas les mêmes. On a appris vraiment comment ces serpents vivent, on a compris beaucoup mieux leur écologie, comment ils se nourrissent, à quelle période de l'année ils se nourrissent, c'est-à-dire que par exemple ils ne se nourrissent pas toute l'année. Si on va sur le récif en été quand il fait chaud, on voit que des mâles qui se nourrissent, les femelles en période de gestation elles se reposent. Puis, en hiver, quand les femelles ont mis bas, évidemment, elles ont faim, elles ont besoin de manger. Donc, à ce moment-là, elles sont très actives. On voit beaucoup de femelles chercher de la nourriture. Par contre, les mâles, eux, à cette période-là, ils ne se nourrissent pas parce qu'ils courtisent les femelles. Donc, ils ne peuvent pas tout faire à la fois. Ils cherchent les femelles, ils ne s'occupent pas de la nourriture. Donc, ça, c'était quelque chose qui n'était pas du tout connu chez les serpents marins. Le serpent à tête de tortue se nourrit exclusivement d'œufs de poisson. Il mange les œufs de poisson qui ont été déposés au fond, c'est-à-dire les œufs de gobies, de blennies et de poissons demoiselles. Donc les poissons ont développé des comportements de défense de leur nid pour les protéger contre les prédateurs. Les poissons demoiselles qui nagent au-dessus du récif, ils voient le serpent arriver de loin. Donc ils peuvent l'attaquer avant qu'il ait commencé à manger leurs œufs. Donc généralement, ils arrivent très bien à repousser les serpents. Tous ceux qui plongent savent que les poissons demoiselles peuvent être très agressifs. Beaucoup de plongeurs se sont déjà fait mordre par des poissons demoiselles. Donc c'est des poissons qui sont extrêmement territoriaux, extrêmement agressifs. Et donc eux, ils arrivent généralement assez bien à repousser les serpents s'ils s'y prennent assez tôt avant que le serpent ait commencé à manger. Une fois que le serpent a commencé à manger, tant pis s'il se fait mordre, mais il continue à manger quand même parce qu'il a besoin. Les gobies et les blennies, par contre, qui sont au fond, ne voient généralement pas arriver le serpent de loin. Et donc ils ont des comportements de défense qui sont un peu moins efficaces en général. Mais on a observé chez les gobies qui sont posés sur le sable, qui peuvent envoyer du sable sur le serpent, ils arrivent très bien à les repousser comme ça, en leur envoyant du sable, ils font une sorte de nage sur place pour envoyer du sable sur le serpent, et ils arrivent comme ça à repousser les serpents. Et autrement, chez les blennies, on a observé les blennies, c'est des petits poissons qui pondent leurs œufs dans des trous, et donc la blennie peut rester dans son trou, boucher le trou, et comme ça, protéger son nid, empêcher le serpent de rentrer. Donc ça veut dire que les blennies sont parfaitement capables de savoir que le serpent qui arrive, ce n'est pas un serpent qui va les manger, mais c'est un serpent qui est là uniquement pour manger leurs œufs. Donc ça veut dire que les poissons, avec leur tout petit cerveau, ils sont capables d'identifier les différentes espèces de serpents et savoir si ça représente un danger pour eux-mêmes ou pour leurs œufs. L'étude des serpents à tête de tortue est importante à différents points de vue. Déjà, le fait que ça soit une espèce qui vit en ville, moi, ma zone d'étude, c'est la baie des Citrons, donc c'est en ville, ça nous permet de comprendre le fonctionnement d'un écosystème en ville.
Les serpents, en général, sont des animaux assez fragiles d'un point de vue écologique parce que c'est des prédateurs qui sont en bout de chaîne alimentaire. Donc toutes les perturbations qui concernent les autres éléments de la chaîne alimentaire finissent par avoir un effet sur les serpents. Donc quand leur milieu de vie se dégrade, qu'il y a moins de proies, forcément les serpents sont touchés. Donc d'une manière générale, les serpents sont des bons bioindicateurs de la qualité de l'environnement. Ensuite, d'un point de vue de l'évolution, plus généralement d'un point de vue de l'évolution, c'est intéressant d'étudier les serpents marins parce que c'est un groupe qui a fait ce qu'on appelle un retour à la mer. Les serpents sont au départ des animaux terrestres dont certains sont retournés à la mer pour chercher de la nourriture. Une centaine d'espèces, c'est quand même beaucoup, ont fait ce retour à la mer. Donc comprendre comment les animaux terrestres s'adaptent au milieu marin, comment ils ont évolué, ça c'est très intéressant à comprendre. Là, je rentre les informations qu'on a relevées sur les serpents dont on a prélevé l'ADN hier. Donc on a noté si c'était un mâle ou une femelle, on a noté sa taille et on a noté sa couleur. Parce qu'il se pourrait que la couleur ça soit important, parce que la mélanine, le pigment qui est dans la peau qui fait la couleur noire, il ne sert pas que à faire la couleur. Il peut aussi accrocher certains métaux lourds et servir à détoxifier. Donc c'est ça qu'on voudrait comprendre. Est-ce que les serpents utilisent la mélanine pour se détoxifier quand ils éliminent leur mue ? C'est une étude qui est en cours, je n'ai pas encore les résultats, peut-être que ça donnera rien du tout, ou peut-être que ça donnera des résultats très intéressants. Si ça donne des résultats intéressants, ça sera bien, parce que c'est une méthode qui n'est pas du tout invasive pour les animaux. Par rapport à d'autres méthodes où on prélève du sang, faire une prise de sang à des serpents, c'est très stressant pour eux, tandis que ramasser la mue qu'un serpent a abandonnée, ce n'est absolument pas stressant. Donc je préférerais pouvoir utiliser une méthode qui ne soit pas stressante pour les animaux. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste à comprendre chez ces serpents ? Par exemple, pourquoi il y a des populations à un endroit et pas à un autre ? Par exemple, on est allé au récif Sénès, c'est un endroit où il y a une population abondante. On est quasiment sûr, quand on va au récif Sénès, de trouver des serpents. Le récif d'à côté, sèche-croissant, il n'y en a quasiment pas. Le récif qui est de l'autre côté, le récif du Prony, il n'y en a quasiment pas. Donc comprendre la répartition des populations de serpents, ça c'est une question qui est actuellement pas résolue. Les serpents marins, ils sont extrêmement à l'aise et extrêmement élégants dans l'eau. Donc il y a déjà ce côté esthétique que je trouve que les gens n'apprécient pas assez, la beauté des serpents marins dans l'eau. Ensuite, c'est vrai que c'est des animaux dont les gens ont souvent peur, à tort, parce que ce ne sont pas des animaux agressifs. J'entends souvent parler des gens de cas d'attaque de serpents marins. Les serpents marins ne les ont pas attaqués. Les serpents sont venus voir qui c'était par curiosité. Il faut bien garder en tête que les serpents marins ne gaspillent pas leur venin. Ils ne vont pas le gaspiller pour quelque chose qui n'est pas une proie. Parce que le venin, c'est très cher d'un point de vue énergétique à fabriquer, c'est des grosses molécules complexes, donc ils ne vont pas le gaspiller. Même quand c'est pour capturer une proie, ils vont le doser exactement. Pour une petite proie, ils vont mettre moins de venin que pour une grosse proie. Ils ne vont surtout pas gaspiller. Pour savoir qui c'est. Donc ils essayent de le toucher avec la langue, juste pour identifier, pour savoir, non, c'est un plongeur, c'est pas intéressant, je m'en vais. Et souvent, les plongeurs, ils voient ce serpent arriver en nageant vite, puisque les serpents sont très à l'aise dans l'eau, en nageant vite vers lui, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il me veut, le serpent ? En fait, le serpent, il veut juste savoir qui vous êtes. Donc vous le laissez venir jusqu'à vous, il vous renifle et après il passe à autre chose, il vous a identifié comme quelque chose de pas intéressant et il continue sa vie. Mais si vous essayez de vous éloigner, il va vous suivre. Parce que dans sa petite tête de serpent, il continue à se dire « mais qui c'est ça ?» Donc il vaut mieux s'arrêter, laisser le serpent venir vous renifler et ensuite il passe à autre chose et vous continuez votre plongée. Continuons notre découverte des fonds marins avec cette fois-ci un phénomène qui a lieu chaque année à un moment bien précis et la nuit. Je veux vous parler de la ponte du corail. Pour cela, nous nous sommes rendus au centre de plongée de Yangen où Thierry nous attend pour une plongée de nuit afin d'essayer d'être présent pour cette fameuse ponte du corail. Un moment privilégié pour l'homme que d'assister à un phénomène naturel encore peu connu.
Espérons que ça ponde. J'ai besoin d'un phare blanc vidéo. Ça c'est blanc. On est en train de se préparer pour partir faire une plongée de nuit. On va partir tant qu'il fait jour pour pouvoir faire une navigation facile et amarrer le bateau dans de bonnes conditions. Et puis on attendra ensuite l'arrivée de la pleine nuit pour pouvoir débuter notre plongée. Voilà, ça y est, donc là on a fini de préparer tout le matériel, on a chargé les bouteilles, on a chargé tout ce qu'il faut, il reste juste la caisse qui est là. On finit de charger le bateau, puis on se met en route pour arriver dans de bonnes conditions de navigation comme prévu à l'îlot. Et puis on va amarrer le bateau, faire notre plongée tranquille quand ça sera le moment. Larguez les amarres. Là, nous sommes en train de partir à l'îlot Yenga. C'est à l'îlot Yenga qu'on a programmé de faire notre plongée de nuit aujourd'hui. Donc pour faire la plongée de nuit d'une part, mais avec un intérêt particulier aujourd'hui, c'est l'espérance de pouvoir observer la ponte du corail. C'est bon. L'attache pas derrière, l'attache pas derrière. Non. Et ça y est, on est arrivé, on vient d'amarrer le bateau. C'était un peu compliqué parce qu'on a quand même du mauvais temps. Il y a encore du vent. On avait l'impression que ça s'était calmé tout à l'heure, mais en fait, pas vraiment. On a quand même pu faire notre navigation tranquillement. On est arrivé un tout petit peu plus tard que prévu, du coup. On a fait l'amarrage de nuit, mais ça va, le bateau est à poste. Donc maintenant, on n'a plus qu'à attendre pour pouvoir se préparer tranquillement. La plongée de nuit, on va attendre que la nuit soit franchement installée. Donc là, on a un petit moment avant de s'équiper. Aujourd'hui, ça sera une plongée de nuit un peu particulière, on l'espère en tout cas, puisque nous sommes le 1er décembre et nous sommes précisément le 5e jour après la pleine lune du mois de novembre, qui est le jour où normalement les coraux de l'îlot Yenga pondent. Et puis j'ai remarqué que les variations de température sont un facteur aussi déterminant. S'il y a une élévation de température, généralement ça déclenche bien les pontes. Depuis 2007, on fait la surveillance de la ponte des coraux ici à l'îlot Yenga. Alors les observations que j'ai pu faire montrent que la ponte a lieu normalement qu'une seule fois par an. Les coraux pondent la nuit. Les observations régulières montrent que la ponte débute globalement 2 heures après la tombée de la nuit et à peu près pendant 2 heures. Par contre, je n'ai aucune certitude quant à la régularité des pontes sur d'autres récifs. Des témoignages disent qu'il y a des pontes à Nouméa quelques jours avant ou quelques jours après ou à d'autres endroits à des moments différents. Peut-être qu'ici sur Yengen, les coraux de la barrière pondent un jour plus tôt, un jour plus tard. On n'a jamais fait de suivi pour avoir suffisamment de précision, il n'y a pas d'observation. Quand on a la chance de voir la ponte du corail, on peut savoir que la ponte a commencé déjà avant de se mettre à l'eau. Quand on est sur le bateau, on a une odeur très caractéristique qui est une sorte d'odeur d'iode qui se répand. Et c'est un peu le signal de la préparation à la plongée et de la mise à l'eau. Dès qu'on est dans l'eau, si effectivement ce signal était le bon, dans le faisceau des lampes, on doit voir quelques œufs dans la colonne d'eau. Et si on se rapproche des récifs coralliens et des colonies coralliennes, on peut commencer à voir certaines colonies sur lesquelles il y a des œufs à poste prêts à être libérés. Il
il y a différents modes de reproduction chez les coraux. Il y a des coraux qui vont faire des pontes en plein eau, enfin les œufs vont être libérés en plein eau et la fécondation aura lieu en plein eau. Donc il y a des coraux mâles et des coraux femelles et la fécondation se fera comme ça. Ensuite il y a d'autres coraux qui sont à la fois mâles et femelles. La fécondation se fera dans le polype et l'œuf libéré sera déjà fécondé. La division cellulaire interviendra dans la colonne d'eau par la suite. Et enfin, il y a une troisième catégorie de coraux qui sont à la fois mâles et femelles, qui fécondent l'œuf dans le polype. Et la larve va se développer dans le polype et le polype libérera une larve déjà née. Alors pendant la plongée, quand une colonie corallienne s'apprête à pondre, on voit le polype qui est donc l'animal de base de la colonie corallienne. Il y a une ouverture centrale au milieu de ses tentacules qui est la bouche mais qui sert également d'appareil reproducteur. Cette petite fente va s'ouvrir, se dilater en quelque sorte et on va commencer à voir apparaître le bombé de l'œuf qui s'apprête à être expulsé. Évidemment, il faut du temps, ça ne se fait pas en quelques secondes, il faut plusieurs minutes ou dizaines de minutes. Mais si on est attentif et patient, on voit l'œuf prendre de plus en plus de place au milieu du polype jusqu'au moment où il va être libéré. Généralement, quand la colonie pond, que tous les œufs sont quasiment prêts à être libérés, ça commence par un ou deux ou trois qui vont être libérés un peu en éclaireur en quelque sorte. Et dans les secondes qui suivent, l'ensemble des polypes de la colonie vont libérer les œufs et qui progressivement vont remonter vers la surface et puis être brassés par le gré des courants ou des vagues. Et on voit ces œufs qui ont une légère flottabilité remonter vers la surface. Alors une fois l'œuf fécondé, la division cellulaire va avoir lieu et au bout d'un certain temps, cette division cellulaire donnera naissance à une petite larve qui s'appelle la planula. Cette planula va évoluer dans la colonne d'eau, emportée par les courants au gré des différentes marées, etc. et va avoir cette vie en pleine eau. Au bout d'un moment, cette larve va redescendre vers le fond et si elle trouve des conditions favorables, elle va pouvoir se fixer et cette larve va se transformer en quelque sorte et donner naissance au premier polype de la colonie, de la future colonie. J'imagine que parmi ces milliers d'œufs, il y en a peu qui vont donner une future colonie. Il y a des prédateurs évidemment, il y a probablement des planulas qui tomberont dans des profondeurs trop importantes pour pouvoir se fixer. Et puis au cours de leur vie en pleine eau, elles vont rencontrer probablement beaucoup de prédateurs. Par contre, on a l'impression que la ponte qui a lieu la nuit est un moment privilégié justement pour faire en sorte qu'il y ait le moins de prédateurs possible déjà au moment de la ponte. On voit relativement peu de poissons et la nuit les poissons dorment et du coup je pense que si la ponte a lieu la nuit c'est probablement pour cette raison. Ce qui est enthousiasmant sur un événement comme ça, c'est que d'une part on n'est pas certain de pouvoir y assister puisqu'on n'a pas énormément de recul, même si on a un certain nombre d'indications sur la ponte du corail. Donc il y a toujours une part de mystère, de se demander si ça va pondre ou pas. Et puis quand on a la chance d'assister au phénomène, on voit toute la progression de la ponte avec le polype qui va s'ouvrir, l'œuf qui se met à poste, qui va être libéré, puis libéré par centaines et par milliers. Et quand on a ce phénomène sur un ensemble de colonies, les œufs remontent vers la surface, ça fait un peu comme de la neige à l'envers. C'est un spectacle extraordinaire.
je suis content parce que ça a pondu. Il y a eu pas une grosse ponte, mais il y a quand même certaines espèces qui ont fait des œufs. Donc c'était quand même bien agréable de voir ça. Et puis à côté de cette ponte-là, il y avait aussi tous les animaux de la nuit. On a vu des porcelaines, on a vu une grosse popinée, on a vu des trocas aussi, une petite sèche multicolore voilà, que je n'avais jamais vue. Et puis quelques poissons endormis, enfin voilà, le quotidien du plongée de nuit en fait. Voilà, notre émission touche à sa fin, en espérant que ça vous a plu. Et merci de regarder Entre Terre et Mer sur NCTV. Quant à moi, je vous donne rendez-vous même jour, même heure pour un prochain numéro. Vous pouvez également nous suivre sur le www.nctv.nc. À bientôt!